Chers étudiants, chers collègues de bibliothèque, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au nom de la bibliothèque Collard et de souhaiter la bienvenue à Madame Lilian Némé. Vous êtes donc historienne, professeure à l'Université de Beyrouth et le thème de votre conférence est l'école de droit de Beyrouth entre Rome et la Phénicie. Et nous sommes très impatients de savoir ce que ce vieux Beyrouth, ce Beyrouth antique, a à dire à des juristes et des citoyens du XXIe siècle. Je voudrais remercier Rita Elmur, qui est doctorante à l'Université en droit international et vacataire à la bibliothèque, qui nous a fait l'amitié de nous mettre en relation. À l'issue de votre conférence, vous dédicacerez l'ouvrage « Si Beyrouth parlait » au profit de l'association L'Orage France. Premièrement, le nom d'origine de Beyrouth, c'est Bérit, ça veut dire l'alliance. Ça, c'est le sens dans les langues sémitiques. Beyrouth est cité dans plusieurs textes anciens comme étant ce qu'ils appellent, eux, la mère des lois. Pour louer le juriste beyroutin Anatole, son compatriote Eunape de Sardes, écrit au IVe siècle, il atteignit les sommets de la science du droit. N'avait-il pas pour patrie Bérit, la mère nourricière de ses études? Et l'empereur Justinien écrit dans la préface du Digeste: la ville, c'est l'Èvre de Bérit, qu'on peut avec raison appeler la nourrice des lois. Alors là, c'est un timbre libanais qui montre Justinien, et il y a écrit en arabe et en français Beyrouth, mère des lois. Ça, c'est le nom antique de Beyrouth. Et en fait, jusqu'à présent, les gens du barreau au Liban continuent à utiliser cette expression. Bon, là, on peut se poser une question. Beyrouth, ou Bérit, est la seule ville au monde, dans l'histoire, à notre connaissance, qui ait été appelée mère des lois. Il y a quand même une raison. Parce qu'elle enseignait le droit romain, elle n'enseignait pas le droit phénicien. Donc, si elle est la mère des lois, si elle est la nourricière des lois, c'est que ces professeurs n'ont pas été de simples répétiteurs ou compilateurs d'un droit venu de Rome, mais qu'ils ont joué un rôle actif pour forger ou modifier des lois répondant à des situations données et pour les faire adopter par Rome. Au 5e siècle, ces principaux professeurs avaient le titre de maître œcuménique, c'est-à-dire universel. Ça aussi, c'est pas quelque chose d'évident. Maintenant, on peut se poser des questions. Il n'y a que Beyrouth qui a influé sur Rome. Pourquoi est-ce que Beyrouth aurait influé sur Rome? En réalité, c'est les Phéniciens qui ont influé sur Rome. Ils ont été envahis par Rome et ils ont colonisé Rome d'une certaine manière. Je vais vous lire un texte qui vous en convaincra. D'abord, avant d'en parler, voici le forum de Trajan, construit par un Phénicien, Apollodore de Damas. Bon, c'est évident, Damas, ça fait partie des Phéniciens. Et pourtant, quand vous ouvrez les dictionnaires, vous lisez Apollodore, architecte grec. Et il est aussi grec que moi, je suis italienne parce que je m'appelle Lina. Il a construit tous les grands projets de l'empereur Trajan, notamment le plus célèbre, c'est ça, donc le forum. Et vous avez derrière les marchés de Trajan qui ont lancé une mode qui est devenue traditionnelle dans l'architecture romaine de l'époque, les concavités et les convexités. Vous savez ce qu'on appelle un peu l'architecture baroque. Et il a fait des prouesses architecturales, des prouesses sur le plan du génie, la géométrie, tout ça, qui
qui ne sont pas encore jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, le pont qu'il a construit sur le Danube pour Trajan. Et il a évidemment formé beaucoup d'élèves, et cette tradition s'est perpétuée depuis. Bon, quand vous avez un chantier aussi grand, avec à l'époque on taillait les pierres, on sculptait, en bas il y a des mosaïques, en haut il y a des fresques. Bon, dans des chantiers de ce genre, vous avez une foule, et c'est très bruyant. Alors, quand les dictionnaires ne savent pas quelle est la nationalité d'Apollodore de Damas, pourtant, les contemporains d'Apollodore, les Romains, eux, savaient très bien, et ça les dérangeait, comme maintenant, monsieur l'ambassadeur était en train de parler d'invasion, mais au Liban, c'est vraiment une invasion, c'est quand même le tiers des gens qui résident au Liban sont des déplacés. Pour lui, ce n'était pas le cas, mais bon, vous savez comment c'est quand une communauté est nombreuse, ils se mettent à utiliser leur langue, à utiliser leur culture. Alors, Juvénal était assez furax, il écrit, depuis longtemps déjà, l'Oronte syrien, l'Oronte c'est le fleuve qui prend sa source au Liban, traverse la Syrie et se jette en Turquie, et on l'appelle en libanais l'Assé. Donc, depuis longtemps déjà, l'Oronte syrien coule au Tibre, le fleuve de Rome, et transmet à Rome ses coutumes, sa langue, ses chanteurs aux bizarres costumes, sa lyre à cordes obliques et ses rauques tambours, et la prostituée en vente au carrefour. Bon, ça, on n'y peut rien, on a toutes les civilisations apportent le prostituée, ça va, bon, c'est la vie. Mais à part ça, il y avait autre chose que les Phéniciens apportaient. Ils apportaient, bon, je ne vais pas maintenant parler de toutes les choses qu'ils ont apportées, je veux juste me concentrer sur 3 choses qui sont reliées. C'est la religion, la politique et le droit. Comme vous savez, l'empereur à Rome s'était mélangé. La religion et la politique étaient mélangées. L'empereur était le grand pontife, c'est-à-dire le chef des grands prêtres de l'Empire. Et étant le grand pontife, il voulait contrôler toutes les religions. Donc ça faisait partie des lois. Il y avait tout un recueil de lois sur le paganisme. C'est-à-dire, si on décèle ceci, la punition, c'est cela. Et puis, je voudrais dire qu'il y avait à l'époque une guerre qui se faisait en Phénicie. Une guerre de religion. Il y avait d'abord la religion de Baal, vous en avez sûrement entendu parler. Il y avait Baal et Atargatis. Bon, les voyageurs qui allaient en Orient appelaient Baal Jupiter ou Zeus, selon leur nationalité, et ils appelaient, ça m'a paraître, ils l'appelaient Atargatis, ils l'appelaient Junon ou Héra ou n'importe. Vous avez un livre, La déesse syrienne de Lucien, qui vous catalogue tous les temples de cette fameuse déesse orientale, qu'on appelait généralement la Magna Mater, ou entre parenthèses, pour ceux que ça intéresse, dans la Révolution française, le peintre David a fait un montage, il a fait un dessin avec un montage d'une statue de déesse dans la pose de Atargatis. Je ne vais pas dire parce que c'est monteux. Et il l'a mise entre les lions, assise sur les lions. C'est également une caractéristique de Atargatis, parce que c'était une déesse tellement violente, c'était la déesse de la guerre, de la jalousie, et son symbole était le lion. Son mari était plus doux, son symbole était le taureau. Et il a écrit, au cas où vous n'auriez pas compris, il a écrit dessous à la mère de tous, donc Atargatis. Ça, c'est le peintre français David. C'est vous dire jusqu'où est allée l'influence phénicienne. Si on la retrouve même dans la Révolution française, avec l'être suprême qui a en fait les caractéristiques de Baal, et la déesse, on s'est divisé, tantôt appelé la raison, tantôt appelé la régénération, etc. Mais c'est les caractéristiques d'Atargatis. Or,
Constantin, quand il a quitté le paganisme, il a quitté ces deux dieux-là. Parce qu'avec le temps, Baal et Atargatis, ou Baal et la Magna Mater, appelez-les comme vous voulez, on l'appelait Hélios avant, donc ils ont supplanté Jupiter et Junon, etc. Et vous reconnaissez la différence au fait que le nom de Hélios, quand il s'agit du dieu phénicien, et il a rapport avec la voyance, il est le maître des dieux. Alors que quand il s'agit du dieu romain, ce n'est que le dieu Apollon. Alors, au Liban, comme dans le reste de la Phénicie, la Syrie et d'autres pays, il y avait donc cette guerre entre les prêtres de Baal et les chrétiens. Vous savez sûrement, vous avez sûrement entendu parler des tortures des saints de l'époque, Saint-Aigle, Sainte Barbara, Saint-Georges, tous ces saints qui ont subi des tortures. Quand on les lit, on se dit c'est impossible, ou du moins on se les dirait, mais on les voit aujourd'hui avec Daesh et d'autres. Alors imaginez si la fille du grand prêtre de Baal, à Homs ou Émès, se retrouve impératrice, c'est ce qui va arriver à Rome. Et c'est ce qui est arrivé. L'empereur Septime Sévère, qui était un Phénicien de Leptis Magna, une colonie phénicienne en Libye, il avait épousé la fille du grand prêtre de Baal à Émès, ou Homs, et quand il est devenu empereur, comme par hasard, il a décrété la traque des chrétiens. Ça aussi, ça fait partie du droit de l'époque. Il a décrété la traque. Jusque-là, on ne traquait pas les chrétiens. Si quelqu'un avait envie de s'amuser, il allait les chercher, il les tuait, il les torturait, mais ce n'était pas systématique. C'était même interdit que ce soit systématique, sauf quand Néron a brûlé Rome, il a voulu un bouc émissaire. Mais sinon, ce n'était pas systématique. À partir de l'arrivée de Julia Domna et de son mari, c'est devenu systématique. Il est devenu obligatoire de prouver qu'on n'est pas chrétien en offrant quelque chose au Dieu, un sacrifice ou de l'encens, etc. Et donc ça a été un décret de loi qui a été appliqué à partir de cette époque. Bon, il n'y avait pas que le paganisme qui est allé à Rome, il y avait également le christianisme oriental. Il y a eu beaucoup de papes phéniciens, mais il y a eu les juristes phéniciens. Donc, Juliadon, étant de Homs ou Émès, elle avait un compatriote qui s'appelait Papinien, qui était déjà un juriste célèbre sûrement, sinon il n'aurait pas abouti à Rome. Bon, ce Papinien est un mystère. Bon, premièrement, je vais vous dire ce qu'il a fait d'important. Il a fait une chose extrêmement importante, c'est qu'il a aboli la distinction entre les citoyens romains et les autres. C'est-à-dire qu'un citoyen romain, vous savez, c'était la race supérieure. C'était celui qu'on ne fouettait pas, celui qu'on ne torturait pas, celui qu'on ne crucifiait pas. Et l'autre, celui qui n'était pas citoyen romain, comme le Christ par exemple, lui, on pouvait le fouetter, le crucifier, etc. Alors, Saint Paul, qui était citoyen romain, il a été juste décapité. Alors, sous Caracalla, je pense que c'était sous Caracalla, oui, avec Papinien, donc Caracalla est le fils de Septime Sévère et Juliadon, avec Papinien, il y a eu cette abolition. Donc déjà, ça c'est une innovation qui vient de l'Orient. C'est des orientaux qui sont au pouvoir, et c'est un oriental qui est maître du prétoire et qui dirige. Sauf que le pauvre Papinien, voilà, Juliadon. On sent bien que c'est une femme, ça c'est Papinien, oui.
on sent bien que c'est une femme impérieuse. Hein. Je sais pas, moi, c'est pas une femme que j'aurais aimé fréquenter. Le portrait est superbe, absolument magnifique. Moi, je suis sûre que c'est de la sculpture phénicienne, mais je peux pas vous le prouver. Je suis sûre que c'est de la sculpture phénicienne parce que j'ai vu les sculptures les plus fortes que j'ai vues, c'était phénicienne. J'ai vu une à Chypre, une qui vient des choses qui sont à Istanbul, et j'ai vu au British Museum. Et tout ça, c'est le plus fort. En tout cas, je ne dis pas que c'est phénicien, je le montre en tant que portrait et je dis que c'est super. Comme portrait. Mais comme femme. Alors, ça, c'est Papinien. C'est Papinien tel qu'il est imaginé par un sculpteur italien, j'imagine, devant le palais de justice de Rome. Et ça, c'est Bérite au VIe siècle, d'après le conte du Ménil du Buisson. Il a reconstitué Bérite selon les textes que nous avons. Alors, cette carte, vous la trouvez dans un article écrit par lui dans Célia, mais sinon, vous l'avez dans le livre que je vous recommande de Collinet, Paul Collinet, L'école de droit de Beyrouth. C'est un livre que vous trouvez sur Internet et je vous le recommande. Donc vous avez cette carte, elle vient de ce livre. Et est-ce que Papinien fut l'élève de Beyrouth? Ça, c'est une question qu'on se pose. Il y en a qui ont dit qu'il était professeur à Beyrouth. Non seulement élève, mais professeur. On n'a aucune preuve. Ni qu'il était élève, ni qu'il était professeur. Rien. Seulement, si on réfléchit, logiquement, le contraire, si vous voulez, on ne sait pas s'il était professeur ou élève, mais le contraire aurait été étonnant, parce que logiquement, quand vous avez une université aussi prestigieuse et qu'elle grandit aussi vite, logiquement, c'est là que vous allez. Et c'était le plus proche pour lui. Émez ou Homs n'est pas loin du Liban. Logiquement, il ne va pas aller à Alexandrie, il ne va pas aller à Athènes, il ne va pas aller à Césarée Maritime, qui est à l'époque, on l'appelait Syro-Palestine. Après la chute de Jérusalem, les Romains l'ont appelé Syro-Palestine. Donc c'est quand même loin pour lui tout ça. Le plus logique est qu'il vienne à Beyrouth, surtout que déjà il y avait de la qualité à Beyrouth. Et, une chose que je vous ai laissée pour maintenant, c'est que Beyrouth avait sur toutes les villes d'Orient un avantage. C'est que dès le Haut Empire, c'est-à-dire le Haut Empire commence avec Auguste, elle a été le centre de dépôt des constitutions impériales pour l'Orient. S'il n'y avait pas eu déjà à Beyrouth un centre juridique important, on ne voit pas pourquoi les Romains l'auraient choisi comme dépositaire de ces constitutions de préférence à d'autres villes célèbres. Car après tout, les autres villes autorisées à enseigner le droit romain étaient d'abord Rome, bien entendu, mais aussi Athènes, Alexandrie, Césarée, Maritime, et enfin, plus tard, quand il y a eu Constantinople, ça a été Constantinople. Toutes ces villes étaient des centres de discussion en matière légale locale, toutes. Toutes étaient des centres intellectuels. Face à elles, Beyrouth devait être dans la même situation, en importance, ou plus importance, puisque c'est elle qui a été choisie. Quoi qu'il en soit, Papinien devait sûrement s'intéresser à Beyrouth, sinon il l'aurait combattu et bloqué, étant donné l'importance du poste de préfet du prétoire que lui avait octroyé l'empereur. Or, loin d'être bloqué, l'école de droit de Beyrouth n'a fait que croître peu à peu, jusqu'à éclipser toutes les autres. En tout cas, Papinien ne vécut pas assez pour profiter de sa position. Il fut tué par l'empereur Caracalla
le fils de Septime Sévère et de Julia Donna, parce qu'il avait défendu Geta, le frère de Caracalla. Alors, quand Caracalla tua Geta, là vous voyez une famille, un portrait de la famille des Sévères, avec le père Septime Sévère, Julia Donna, et vous avez deux enfants. Il y en a un qu'on reconnaît, qu'on voit, ça c'est Caracalla. Il y en a un dont le visage est noirci. Ils l'ont gratté. C'est Geta. Quand Caracalla l'a tué sur les genoux de leur mère, Geta était allé se réfugier ou se faire câliner par sa mère, Caracalla est venu le tuer avec l'épée. Vous imaginez, l'arme blanche, et l'a tué sur les genoux de sa mère. Et il tua aussi tous ceux qui avaient aimé ou servi Geta. Il a fait vraiment une hécatombe, des milliers de morts. Et parmi eux, Papillon. Il l'a tué également en effigie, comme nous voyons dans ce portrait. Cette vague de massacre imprima sur le visage de Caracalla une expression d'amertume, de haine, de colère, de paranoïa même. Il aimait cette expression. Il exigea qu'elle soit visible dans tous ses portraits dorénavant. Mais il avait tué beaucoup trop de monde et ruiné le trésor de Rome pour payer des sommes astronomiques en bakchiche à ses soldats par peur qu'ils ne le quittent. Donc ça, c'est son préfet du prétoire, Macrin, qui en 212 renversa Caracalla et prit sa place. Et il fit assassiner les proches de Caracalla. C'était ça l'Empire romain, qu'est-ce que vous voulez? 2, 3, 4 ans avant, ou un peu plus avant, juste avant l'arrivée de Septime Sévère, l'Empire romain était à vendre. Les soldats ont annoncé l'Empire romain est à vendre au plus offrant. Vous imaginez un peu? Donc c'était extrêmement corrompu. Macron se mit à assassiner les proches de Caracalla et il chassa de Rome Julia Donna et les autres femmes de la famille qui, je ne sais pas pourquoi, mais s'appellent toutes Julia. Vous allez supporter une avalanche de noms Julia, essayez de ne pas vous y perdre quand je vais vous les dire. Donc Julia Donna retourna à Homs avec sa famille, notamment sa sœur aînée Julia Mesa. Julia Mesa avait deux filles, Julia Somia et Julia Mamma. Alors, Mamma, on peut l'appeler Mamma si vous voulez, ne pas dire Julia. C'était la mère d'Alexandre Sévère et parfois on se moquait de lui en disant Mamma. Ils appellent sa mère Mamma. Et voilà Elagabal. Ça, c'est le grand prêtre de Baal à Homs. Vous voyez, décidément, hein. Il est devenu grand empereur romain. Donc ça, c'est le fils de Julia Somia, Elagabal, qui avait 14 ans, et qui était le nouveau grand prêtre de Baal à Homs. À 14 ans. Elle avait envie de le voir empereur, vous savez, un caprice, il faut le satisfaire. Donc, elle a décidé, elle a annoncé qu'elle avait couché avec Caracalla, couché suffisamment, pour avoir de lui un fils, et que celui-ci était son fils. Bon, Caracalla n'a jamais dit qu'il avait couché avec elle, il n'a jamais dit que c'était son fils, il ne l'a jamais reconnu, il était mort et il ne pouvait plus donner son avis. Donc les morts ont bon dos, les absents ont bon dos, et la chose s'est faite sur le dos de Caracalla. Et le jeune homme de 14 ans fit son entrée à Rome. Je voulais vous dire d'abord, il a été détrôné, évidemment. Sa mère, sa grand-mère ont payé des bakchiches, il a été détrôné et il est revenu, il est allé à Rome, il a fait une entrée splendide, somptueuse, qui est quand même choqué, parce qu'il était maquillé, outrageusement maquillé, du bleu, du rouge, du noir, de ce que vous voulez. Et il portait des vêtements, vous savez, à l'oriental, en soie, la pourpre. Voilà, ça fait voyant, quoi. Comme ils font dans les temples.
Et ce qui les a dérangés à Rome aussi, c'est qu'il a prétendu remplacer, mais carrément, c'est-à-dire jusque-là, le culte de Baal, petit à petit remplaçait celui de Jupiter, mais dans les formes, ça restait pareil. Alors là, il a voulu le remplacer dans le fond, et il a amené son Baal, qui était une grosse pierre noire, et il a dit, voilà, c'est le dieu de Rome. Mais Rome n'était pas d'accord. Et il y a eu, évidemment, il est devenu très impopulaire, en plus il était extrêmement injuste, je ne vais pas tout vous citer, il y en a trop. Et au bout de 4 ans, il a été assassiné, selon la tradition romaine. Entre-temps, il avait adopté son cousin, Alexandre, qui avait 12 ans. Donc, lui, il en avait 14, ou 15, ou 16, je ne sais pas à quel âge il l'a adopté, mais il y avait cette différence-là. Il l'a adopté et il l'a fait co-empereur, sur la suggestion des grands-mères, des grands-tantes, toutes les Julias qui étaient assemblées à Rome. Excusez, mais il fait tellement sec. Alors ça c'est Elagaba, il était beau, non? Non, c'est vrai. Bon, enlevez le maquillage, sans maquillage, je trouve qu'il était beau sans maquillage. Vous imaginez le même visage avec du rouge, du peinturluré de toutes les couleurs. Bon, ça c'est, vous ne devinerez pas, les Libanais ne devineront pas, ça c'est au Liban. C'est à Raqqa, au nord de Tripoli. Alors, je voudrais juste signaler que son nom, vous ne le remarquez pas, parce que quand vous faites de l'histoire, ou quand vous lisez l'histoire ancienne, vous lisez le nom Arca Césarea ou Césarea Libani, ou encore Arca ad Libanon. Donc, je traduis Arca de Césarée ou Césarée, ou bien Arca du Liban, ou dans le Liban, ou bien c'est la Césarée du Liban. Voilà. Donc il y avait le mot Liban, et là, on ne peut pas dire Alexandre Sévère était phénicien, mais là, on est bien obligé de dire qu'il était libanais. C'est le nom de sa ville, quoi. Sa ville était sur les flancs du mont Liban. Pas très très haut, mais c'était déjà le commencement du mont Liban. Vous savez, le mont Liban commence de façon très abrupte. Le père d'Alexandre, bon, ça c'est le cousin d'Elagabal qui s'est trouvé à Rome. Pourquoi? Parce que son père était magistrat d'Arca, et qu'il a été assassiné quand les partisans de Caracalla ont été assassinés. Mais lui, obligatoirement, il allait être assassiné puisqu'il avait épousé une parente de Caracalla, une cousine, Julia. Et là, vous allez voir en fait la guerre des religions à l'intérieur de la même famille. Puisque Julia Donne a imposé le culte de Baal, et Elagabal était le grand prêtre de Baal, et Julia, même la mère d'Alexandre Sévère, était chrétienne, secrètement. Et son fils n'était pas chrétien, Alexandre Sévère n'était pas chrétien, mais il était quand même très proche des idées chrétiennes. Il avait une admiration pour le Christ, c'était son héros, mais pas son seul héros. Alors il l'adorait chaque jour avec Alexandre le Grand. Il avait son petit oratoire et il leur brûlait de l'encens. Et il voulait diviniser le Christ. Il voulait le placer parmi les dieux du Capitole. Mais les prêtres du Capitole ont refusé, heureusement. En revanche, Rome doit à Alexandre Sévère sa première église. Notre-Dame, comment ça s'appelle? Santa Maria della Intrastevere, Santa Maria Intrastevere, la Sainte Marie du Trastevere. C'était un local qui devait appartenir à
C'était un local qui appartenait à d'ex-militaires, à des anciens, qui voulaient le récupérer. Et les chrétiens le squattaient. Alors, Alexandre a donné un ordre de leur laisser le lieu pour qu'ils construisent une église en disant « Mieux vaut que le Dieu soit adoré sous n'importe quelle forme en ce lieu, plutôt qu'il ne serve de tripot. » Et donc, grâce à Alexandre Sévère, les chrétiens ont pu avoir une vie beaucoup plus reposée. Il n'y a pas eu de persécution, presque pas. Et quand il a été tué, quand il a été assassiné, les chrétiens ont été très très persécutés justement parce qu'ils avaient été chouchoutés par lui. Maintenant, je répète, il n'était pas chrétien, mais il avait des idées, disons. Enfin, on préfère un non-chrétien qui ait des idées humanitaires à un chrétien qui est féroce, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, je pense. Et il avait pour juriste un autre Libanais, Ulpien de Tyr. Alors, Ulpien était fier d'être de Tyr. Il en était si fier qu'il introduit la chose, il introduit l'information dans une des lois qu'il a écrites. C'est la loi sur le Ius Italicus. Alors, il donne le nom des villes qui ont reçu le Ius Italicus et il dit « Notre bonne ville de Tyr, on nous emmenait ». Voilà, c'est une information que nous avons. Sinon, on ne saurait pas que Ulpien est phénicien. Alors, on sait une autre chose aussi à travers ce recueil, les digestes. On sait qu'il est un parent d'Alexandre. Parce que dans une des lois, un des édits de l'empereur, qui est cité également dans le digeste, il est écrit, Alexandre écrit, mon parent Ulpien. S'il était son parent, donc on a affaire à deux Libanais. L'un est magistrat juriste, l'autre avait un père magistrat. Et l'école de droit de Beyrouth est là, elle est à quelques kilomètres, ils ne vont pas aller la fréquenter. Logiquement, dites-moi logiquement. Logiquement, est-ce que Ulpien n'a pas fait ses armes à l'école de droit de Beyrouth? Pourquoi est-ce qu'il serait à Rome? Enfin, imaginez-vous un peu, est-ce qu'on va importer à Rome quelqu'un qui n'est pas déjà célèbre chez lui? Malheureusement, on n'a plus de documents, tout a été détruit, les papyrus, vous savez, c'était surtout écrit sur du parchemin, mais tout a été détruit, soit par la main des hommes, soit par les incendies, soit par le raz-de-marée, qui a eu lieu en 500 et quelques, et il y a eu une vague de la mer, c'était pourtant en juillet, hein, c'était le 16 juillet. Il y a eu une vague de la mer énorme qui est entrée, paraît-il, jusqu'à 1 kilomètre dans la terre, d'après ce qu'on peut calculer des descriptions, parce que vous savez, ce n'est jamais tellement exact, et qui n'a laissé qu'un paquet de boue à la place, avec des cadavres, 30 000 morts. Ce qui était beaucoup à l'échelle d'une ville de cette époque-là. Et ça a détruit l'école de droit de Beyrouth, qui n'a plus été reconstruite. Elle a déménagé à Sidon, mais en fait, elle n'a plus été reconstruite et il y a eu quand même la concurrence de l'école de droit de Constantinople. Cependant, pour écrire le digeste, qui est un des recueils du Code justinien, la majorité des personnes à qui a été confiée la tâche étaient des professeurs de l'école de droit de Beyrouth. Ils sont cités dans la préface du digeste par Justinien. Alors, qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce règne d'Alexandre et d'Ulpien? Parce que là, c'est la première fois qu'on a deux Libanais à la tête de l'Empire, un sur le plan du droit et de l'intendance, si vous voulez,
pas de l'intendance, mais de... Disons, l'autre était l'empereur, mais c'était quand même un enfant, lui était une sorte de régent. L'impératrice mère lui faisait confiance, et Alexandre lui obéissait en tout, dit-on. Alors, quel est le résultat de ce règne? La première chose qu'ils font, c'est Alexandre annonce que la corruption sera désormais interdite. Voilà, ça c'est bon pour mes livres. La corruption sera désormais interdite. Et si vous voulez pratiquer la corruption, vous avez intérêt à partir. Vous avez, je crois qu'il leur a donné comme délai 1 ou 2 jours. Et celui qui sera trouvé d'ici là, et qui a touché ou qui a payé un pot de vin, on le tue. Alors vous savez, c'était vraiment un règne dont les gens étaient très contents. Il était tellement prolétaire cet empereur. Il allait aux terres, les terres de Caracal, également construites par des architectes vénitiens. Il allait aux terres avec sa serviette, épouse sur son dos, comme tout le monde, avec tout le monde. Et puis, il avait vendu son argenterie parce que c'était trop... Il considérait qu'il fallait que le peuple avait faim. Donc, il avait voulu remplir un peu les réserves de blé qui avaient été vidées par les ventes d'El Agabal qui avaient dépensé à tort et à travers. Et donc, quand les amis de l'empereur venaient dîner chez lui, ils savaient qu'il n'avait pas assez de couverts. Et il n'avait plus d'esclaves non plus. Donc, il les amenait avec eux, leurs esclaves et leurs couverts. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous receviez quelqu'un qui apporte avec lui ses assiettes, ses fourchettes, ses couteaux, parce qu'il sait que vous n'en avez pas assez, parce que vous n'en avez pas assez parce que vous les avez vendus pour nourrir les pauvres. C'est pas mal ça de la part d'un empereur. Et donc le peuple de Rome, mais il a payé beaucoup d'argent, il a dû vivre loin de Rome parce que Rome ne l'a jamais accepté, tellement Alexandre était aimé. Et il a été assassiné très vite, la tradition. Et Alexandre a été divinisé. Donc, si vous allez au musée de Naples, le musée archéologique de Naples, vous voyez une énorme statue d'Alexandre Sévère en Dieu. Bon, elle n'est pas belle. Bon, lui, il n'était pas super beau non plus. Je ne sais pas si j'ai montré cette photo. Il n'était pas super beau non plus. Bon, il avait le type libanais. Hein. Je vous la remontre si je ne l'ai pas montré déjà. On ne l'a pas mis. Regardez quelle tête de libanais. Non? Bon, cette statue est beaucoup plus belle que celle qu'il y a au musée de Naples. Mais l'autre, elle est géante. Elle fait je ne sais pas combien de mètres. Elle arrive jusqu'au plafond, en fait. Bon, c'est à 2 étages, mais elle arrive jusqu'au plafond. Et malheureusement, celui qui l'a renversé, il a détruit plein de lois que Alexandre avait édictées, juste parce qu'il voulait effacer sa trace, parce qu'il voulait être lui, et qu'il savait qu'avec l'ombre d'Alexandre, il ne serait pas lui. Et il n'a pas duré longtemps, il a été tué. Et voilà, ça c'est l'histoire de Rome. Maintenant, il y a une chose qu'on doit à Ulpien. Donc, Papinian, on lui devait l'égalité des citoyens de l'Empire, avec les Romains. Ulpien, on lui doit la première formulation de l'idée du droit de l'homme. Alors, il dit, bon, ça c'est Ulpien dans un manuscrit médiéval, c'est à la British Library, voilà. C'est une page de mon livre. Alors, il disait, quant au droit naturel, tous sont égaux. Par le droit naturel, tous les hommes naissent libres. Bon. Il dit ça pour critiquer. Le portrait, c'est Alexandre, hein, vous l'avez reconnu. Il dit ça pour critiquer le fait qu'il y a l'esclavage. Il ne peut pas abolir l'esclavage, mais il vous dit c'est injuste. Donc, il faut essayer d'affranchir. Et il dit même, dans son livre, il dit
dans une de ses lois plutôt, il dit que le juriste, que le magistrat, ne doit pas seulement punir. La loi, c'est pas seulement pour punir, c'est pour éduquer, pour ennoblir l'âme humaine, pour améliorer l'être humain. Et son idée était aussi de récompenser le bien. Bon, ça n'a pas été fait par personne. Mais l'idée est que Ulpien a été le premier à formuler cette notion parmi tout ce que nous possédons comme écrit existant. Et c'est peut-être en fait ça. Vous savez, quand Ulpien vous dit que le métier de juriste est un sacerdoce qui consiste non seulement à punir, mais aussi à encourager pour pousser l'humanité vers le bien, ça peut sembler bizarre d'entendre ça, surtout dans un milieu aussi dur que la Rome de son temps, où on passait. Vous avez vu combien on a entendu parler de massacre en une demi-heure. Mais les droits de l'homme, les droits de l'autre, c'est peut-être essentiellement ça, l'apport de Beyrouth à Rome sur le plan du droit. Car cela n'existait pas dans la Rome antique. Évidemment, en Phénicie, il y avait une partie de la Phénicie qui n'avait pas cette notion, mais Ulpien et la mère d'Alexandre et Alexandre faisaient partie de l'autre moitié qui, elle, au contraire, était dégoûtée de toutes ces horreurs et qui voulait, ou si vous ennuyez, vous pouvez sortir. C'est fini. Qui était dégoûté de ces horreurs et qui voulait changer les choses, au moins par les idées. Malheureusement, Ulpien n'a pas pu aller très 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 loin. Quelques années plus tard, il a été assassiné parce qu'il faisait trop de réformes. Il était le préfet du prétoire et la garde prétorienne l'a assassiné parce qu'il luttait contre la corruption. Et il a été assassiné dans les bras de l'empereur, c'est-à-dire qu'il est allé se réfugier dans les appartements de l'empereur et de sa mère. L'empereur l'a couvert de son manteau et ils sont venus l'assassiner alors qu'il le protégeait de son manteau. Voilà, alors pour finir, je voudrais conseiller, recommander deux livres. Celui-ci, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc Histoire de l'école de droit de Beyrouth par Paul Collinet, de 1925. Et puis celui-ci, bon, il est très très cher, il faut que une bibliothèque l'achète. Ulpien, Pioneer of Human Rights. Alors ce type, Tony Honoré, qui a écrit le livre, avait ébauché une constitution pour l'Afrique du Sud, une constitution droit de l'homiste. Et il a été consulté ou appelé par Mandela, justement parce qu'il avait eu cette idée d'égalité. Voilà. Et je vous remercie. Et quelle a été leur trace, leur empreinte jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, les émigrations n'ont jamais cessé. Il y a toujours eu un flux d'émigrants quittant le Liban. J'ai constaté, vous savez, il y a un instrument qu'on emploie au Liban qui est phénicien. Les plus anciennes traces qu'on trouve, c'est à Sidon. 8000, je ne sais pas combien avant Jésus-Christ, ils disent des milliers d'années. Et après, cet instrument a eu des dents. Sûrement vous le connaissez, c'est la charrouta. Bon, c'est un instrument qui n'est pas romain, il n'est pas européen. Alors, quand je l'ai montré à mon beau-frère, il n'a pas reconnu. Je lui ai montré au Liban, il m'a dit « Ah, je ne sais pas ce que c'est ». Je lui ai montré les traces. Pourtant, quand je suis allée en Italie, j'en ai vu. J'ai vu beaucoup de traces. Je n'en ai pas vu dans le forum, c'est-à-dire dans l'architecture romaine ancienne, il n'y en avait pas. Il y en avait partout. Et il y en a dans l'Italie d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont venues. On peut réfléchir là-dessus et on peut trouver, mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'influence qu'on le pense.
Quand vous marchez dans la rue, combien de gens vous voyez où vous dites c'est un Libanais? Pas seulement parce on reconnaît un Libanais d'aujourd'hui, on a quand même tous un peu quelque chose. Mais un Libanais, c'est dire quelqu'un, ah celui-là il ressemble à mon voisin, et on vient pour lui parler, non c'est pas le voisin. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émigration. Je ne me hasarderai pas à dire trop de choses, mais si vous voulez voir seulement ce qui est arrivé récemment, par exemple le médecin qui a inventé, je pense, qui a fait la première graphie de cœur, je pense, ou qui a fait la première opération au cœur ouvert, était un Libanais, Dabari Dibeki. Un jour j'étais en avion, il y avait un monsieur, je ne sais plus s'il était français ou américain. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire au Liban, est-ce que c'était du tourisme, c'était l'époque des bombardements. Et il me dit, je vais voir un inventeur. Il a inventé, moi je fabrique des clôtures pour les pays, et il y a un inventeur libanais qui a fait une clôture extraordinaire, et je veux voir si ça vaut la peine d'investir $1 million pour ça. Ça c'était il y a 20 ans. Qu'est-ce que je peux vous donner? Mais je n'ai pas maintenant en tête, mais je vois tout le temps des exemples de ce genre. Maintenant, moi je pense, je vous dis, le côté humanitaire pour moi est le plus important. Et je vois maintenant, c'est vrai que monsieur l'ambassadeur était un peu pessimiste, moi je ne suis pas du tout assez pessimiste. Moi je vois que c'est vrai, il n'y a pas d'argent, etc. Mais, comme me disait une amie, elle me dit, ah mais maintenant on aime la confiture, avant elle n'aimait pas. Elle me disait aussi, ah tiens, ma fille a trouvé l'autre jour $20 dans son sac, elle est toute contente. Ou bien, tiens, l'électricité est arrivée, comme on est content. Ou bien, une amie qui n'avait pas de quoi acheter du mazout l'année passée et qui vivait dans la neige à je ne sais combien de mètres, qui couvrait la fenêtre, et qui me disait, ah comme je suis contente, le soleil est venu. Vous voyez, on a des petites joies comme ça, qui sont en fait des grandes joies, et dont on ne soupçonne pas l'existence. Donc, et puis, qui n'a pas des enfants, des petits-enfants, qui n'a pas le sens d'apprécier la beauté? Les gens n'ont pas toujours été riches finalement. Et il y a quelque chose de très beau, c'est-à-dire que d'une part, il y a ce côté libanais qui s'adapte, et d'autre part, il y a l'entraide libanaise. Quand il y a eu l'explosion du port de Beyrouth, les gens se sont précipités pour aider. Précipités, je ne peux pas vous dire, c'était un flot. Ma belle-sœur m'a dit qu'ils sont venus en 1-2 heures, ils ont tout nettoyé, tout rangé chez elle. Moi, je suis restée 3 jours. Parce que je n'ai pas eu les gentils jeunes gens, parce que j'étais à 1,5 km, mais on a eu les mêmes dégâts, mais on n'a pas eu la même aide. Et ils sont venus tous les jours chez elle. Madame, vous voulez à manger? Il lui apportait un repas, parce qu'elle avait été cognée par le souffle de l'explosion. C'est vous dire, c'est des gens qui ne la connaissaient pas. J'avais vu à l'époque aussi sur Internet des gens qui disaient, j'ai un hôtel, que personne ne dort dans la rue, celui qui a besoin qui vienne chez moi. Si vous voulez, c'est un peu... C'est pour ça que je ne suis pas aussi pessimiste. Et de toute façon, je suis historienne, et historiquement, j'ai toujours vu le Liban rebondir. Toujours. Alors quand vous voyez, j'ai écrit dans un autre livre, j'ai écrit sur la famine durant la Première Guerre mondiale, c'était un génocide en fait, c'était une famine faite exprès, c'est-à-dire qu'on leur avait pris leur nourriture, y compris les graines gardées pour les semailles. On leur avait pris les sacs pour qu'ils ne puissent pas aller chercher la nourriture ailleurs. On leur avait pris les bêtes de sang, on leur avait interdit la chasse, même la chasse au corbeau, et on les a laissés mourir. Et si les Français n'étaient pas arrivés en 1917, c'est fini, plus de Libanais. Le tiers était mort. Et là, c'était pas, on ne peut pas dire, si vous voulez, c'était pas quelque chose de confessionnel, puisqu'il y avait, les 20% étaient druzes. 20% des morts étaient druzes. Il y avait druzes, juifs, chrétiens, musulmans, tous étaient condamnés en tant que Libanais, en tant que Beyrouthins. Et puis, j'aimerais vous dire une chose, puisque vous êtes réunis. Vous allez dire le Liban est un pays à guerre civile. Non, le Liban n'est pas un pays à guerre civile. Je vais vous le prouver en 1 minute. C'est que si vous revenez dans l'histoire, bon, il y a eu des massacres en 1860
Et c'est vrai, c'était horrible, des massacres confessionnels. Mais premièrement, ce n'est pas tous les Druzes qui ont tué. Le résistant le plus important de l'époque, Youssef Bey Karam, écrit que, des seigneurs druzes ont supplié les Ottomans. C'est les Ottomans qui faisaient ça, par proxy. Ils les ont suppliés de les tuer plutôt que de les obliger à envoyer leurs serfs tuer ces pauvres innocents qui n'ont rien fait. Juste, je vous donne le témoignage du plus grand résistant de ce temps, les chrétiens. Et après ça, 1861, 1957, il n'y a rien. Tous les pays sont en guerre civile, sauf le Liban. Si le Liban était un pays à guerre civile, il aurait eu quelque chose pendant cette période. Il n'a rien eu. Rien, aucune guerre civile, aucun problème confessionnel. Et puis soudain, Nasser débarque avec son argent, pouf, soi-disant, les chrétiens et les musulmans se détestent. Soi-disant, hein. Puis, les Américains débarquent, pas un coup de feu. Justement parce que ce n'est pas une guerre civile. Ils n'ont pas besoin de tirer un coup de feu. La guerre s'est arrêtée. Et d'ailleurs, un an après, les Syriens, parce que c'était l'union entre la Syrie et l'Égypte, ils ont commencé à dévoiler les petits secrets sales des politiciens libanais qui allaient toucher l'argent en Syrie. Et qui a sauvé le Liban à cette époque? Qui? C'est celui qui avait le plus haut poste musulman, sunnite, Samson. Il a refusé d'être soudoyé par Nasser. Il a sauvé le Liban multiconfessionnel. Donc quand on vous dirait la guerre civile, vous ne croyez pas. Et voilà. Merci encore. Vous avez inauguré la politique culturelle de la bibliothèque Jean-Claude Colliard. Je vous en remercie infiniment. C'est bon.